Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des Micros de la Science, le podcast de Science Action Normandie qui décrypte avec vous les questions scientifiques qui font l'actualité dans notre région. Aujourd'hui, allumons notre ordinateur et intéressons-nous à la manière dont nous consommons l'énergie et son impact. L'Atrium propose jusqu'au 31 octobre 2021 un focus sur l'efficacité énergétique et la maîtrise de l'énergie dans le cadre de son exposition Luminopolis, percer les mystères de l'énergie en Normandie. Nous allons aborder ce sujet dans sa version numérique parce que oui, savez-vous vraiment ce qui se cache derrière les smartphones, les télé connectés et autres ordinateurs? Dans cet épisode, nous accueillons Vincent Courboulet, qui est ingénieur et maître de conférences en informatique à l'Université de La Rochelle, et à ses côtés Mathieu Hulot, qui est chef de projet montage chez Dalkia Smart Building. Avant de commencer, quelques éléments d'introduction. Après la prise de conscience du changement climatique dans les années 80, les solutions numériques semblaient être un bon moyen pour réduire notre impact. Cependant, et depuis quelques années, une nouvelle prise de conscience a lieu, celle des conséquences environnementales du numérique. Saviez-vous que produire un smartphone consomme 80 fois plus que fabriquer une voiture à essence, que la consommation électrique du numérique représente 10% de la production mondiale de l'électricité, ou encore que les déchets électroniques représentent 50 millions de tonnes par an? Après ces constats, on peut se demander quelles sont les solutions pour réduire la pollution numérique. Donc Vincent, Mathieu, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer Bonjour. à cette émission sur la sobriété numérique. Est-ce que Bonjour. vous pourriez m'en dire plus sur vous? Présentez-vous, racontez-nous votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui. Vincent, je te laisse l'honneur. Ah, ok. C'est parce que je suis pas un local de l'étape. Vous allez vite comprendre qu'avec l'accent, je suis pas du tout de Normandie et qu'en plus, je suis basé à La Rochelle. Donc merci pour l'invitation, merci beaucoup. Je suis enseignant-chercheur en informatique depuis une quinzaine d'années et je suis à l'origine de la création d'une association qui s'appelle l'Institut du numérique responsable. Suite à une prise de conscience, tout à l'heure vous parliez de prise de conscience, je pense que c'est le mot, c'est l'alignement entre ce qu'on veut faire pour la planète et ce qu'on fait tous les jours pour le boulot. Voilà, moi c'est une espèce de prise de conscience d'abord plutôt sur l'impact environnemental de la fabrication du numérique, et puis de proche en proche sur son impact social, et puis quand même parce que le numérique c'est pas le diable absolu, sur l'intérêt d'avoir un numérique qui permette d'accélérer les transitions, bref, d'avoir un numérique qui fasse converger les urgences climatiques et sociales avec la transition numérique. Et aujourd'hui, je suis ravi. On est de plus en plus à œuvrer pour un numérique résilient, à défaut d'un numérique bio ou écolo. Et du coup, vos travaux de recherche portent là-dessus uniquement? Toujours pareil, étant donné que les journées font 24 heures, ouais, on a essayé de limiter les travaux pour vraiment se focaliser là-dessus. Donc aujourd'hui, effectivement, les thèses que je dirige et que j'encadre, c'est sur l'intelligence artificielle frugale, c'est sur l'analyse et la modélisation des impacts environnementaux, c'est sur la trajectoire et le pilotage dans une stratégie bas carbone des politiques numériques responsables. Voilà, on essaye d'être raccord, aligné pour être le plus efficace possible dans ce qu'on fait, parce que c'est pas en s'éparpillant. Il y a d'autres combats qui sont autant, si ce n'est plus important, mais c'est en tout cas le numérique, c'est celui que j'ai choisi. Ok, très beau combat. Mathieu? Oui, écoutez, déjà merci de m'avoir invité. Je suis très content que le sujet fasse l'objet de communication et d'échanges, parce qu'il est au cœur des projets aujourd'hui, de la transition numérique qu'on peut voir notamment dans l'entreprise et puis même dans le quotidien de chacun. Moi, j'ai commencé, donc j'ai une formation d'ingénieur à la base. J'ai commencé dans une grande société française qui s'appelait Alstom, dans l'ingénierie de projet. Et il y a 7 ans, donc, j'ai choisi de travailler pour une boîte qui s'appelle Dalkia Smart Building, pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui est une société qui a dans son ADN justement la création et la réalisation notamment de data centers, mais aussi de projets pour lesquels il y a des engagements de performance, pour lesquels on développe des solutions éco-responsables de production, et principalement sur la solution énergétique. Donc ça va être la gestion des énergies primaires, le chaud, le froid, l'électricité.
Donc cette société, j'y ai travaillé d'abord sur des objets, on va dire énergivores, les premières années, qui étaient principalement les quartiers et les habitations, les logements de demain, pour justement y proposer l'utilisation des ressources ENR, l'optimisation et le pilotage de la production énergétique pour ces objets-là. Et puis, je me suis redirigé là, il y a quelques temps, il y a à peu près un an, vers les data centers, plus précisément vers les green data centers. Donc, en fait, c'est vraiment, je pense, au cœur de nos préoccupations aujourd'hui. Un data center, tout le monde le sait, ça consomme beaucoup d'énergie, notamment de l'énergie électrique. Et il y a beaucoup de travaux qui sont faits dans le sens de l'économie d'énergie, de la sobriété énergétique de ces data centers, de ces centres de données, qui ont longtemps été diabolisés comme des boîtes noires dans lesquelles on mettait de la donnée, mais on ne savait pas très bien comment ça fonctionnait, et qui aujourd'hui, on le voit, est de plus en plus accepté, de plus en plus nécessaire. Et comme vous l'avez dit au départ, pour faire fonctionner les smartphones, la télévision, les services numériques, les médias numériques, eh bien, ces supports, les data centers sont les supports, les médians qui permettent de faire fonctionner tout ça. Voilà. Ok, bah, c'est un travail qui vous permet du coup de brasser beaucoup de champs du numérique, j'imagine. Alors, tout à fait, c'est assez large. Donc, en fait, on a cette volonté de faire des travaux et de la conception dans les centres de données, donc dans les data centers, qui sont des usines numériques, en fait, hein. Et donc, on a l'opportunité de rencontrer des acteurs privés, des gros acteurs privés qui vont besoin de stocker de la donnée, mais aussi des collectivités qui ont cette volonté d'avoir du stockage de données locales et cette volonté aussi de stocker plus efficacement et avec une vision plus éco-responsable leurs données. Ok. Bah, pour parler du numérique, on a rencontré les élèves de seconde du lycée Pays de Bray de Brémontier-Merval qui nous ont posé leurs questions sur la sobriété numérique. Donc, je vous propose de les écouter ensemble. Tu représentes la pollution numérique face à la pollution totale. Quelle est la plus grosse source de pollution dans le numérique? Est-ce que les réseaux sociaux polluent? Est-ce qu'un serveur sur un jeu pollue? Comment remédier à la pollution numérique? Comment rendre le numérique plus écologique? Comment faire pour diminuer le nombre d'appareils électroniques par foyer? Est-ce possible de créer des appareils numériques non polluants? On voit que c'est un sujet qui interroge beaucoup les jeunes en Normandie et partout ailleurs, notamment parce que le numérique prend beaucoup de place aujourd'hui dans nos vies et on ignore souvent tout ce qui se cache derrière. Donc, est-ce que vous savez quelle part de la pollution ça représente le numérique? Une question qui est ressortie. Alors, c'est une question assez large, hein. Déjà, qu'est-ce qui pollue dans le numérique? Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, au-delà de peut-être la fabrication du matériel. Bah, bon, Vincent, je pense que je peux répondre sur la partie un petit peu data. Vas-y, vas-y. Donc, en fait, qu'est-ce qui pollue en numérique? Donc, c'est une question très large parce que le numérique, ça va du téléphone portable que vous avez dans la main jusqu'au serveur informatique, jusqu'au câble sous-marin qui permettent d'échanger la donnée à travers les continents. Donc, si on se concentre un petit peu sur la façon dont les données sont stockées, donc je vais plutôt parler de l'aspect data center. En fait, un data center, c'est un objet qui va utiliser de l'électricité pour stocker de la donnée, la transférer d'un endroit à l'autre. Donc, en fait, une des pollutions qu'on peut trouver dans le numérique, ça va être la pollution, on va dire, de l'utilisation d'énergie primaire. Donc, c'est l'utilisation de l'électricité. Alors, pour ça, en fait, il y a un indicateur qui est connu dans le monde du data. La performance énergétique d'un data center, la façon dont on va utiliser cette énergie pour stocker la donnée, a été traduite à travers un indicateur qui s'appelle le PUE, Power Usage Efficiency, donc c'est l'efficacité énergétique de l'utilisation de l'électricité. Donc en gros, ce PUE, en France, le PUE moyen, il est à 2,4. Donc pour simplifier un petit peu, ça veut dire que quand on utilise 1 kW électrique pour faire fonctionner un serveur, une baie, j'entendais parler de plateforme de jeu, donc ça consomme de l'électricité, on va avoir besoin de 2,4 kW en entrée de ce data center. Alors pourquoi 2,4? On va me dire c'est plus que le double. En fait, il y a une partie qui est utilisée donc, pour faire tourner le CPU, donc le serveur en lui-même, l'équipement informatique, et le reste de l'énergie va être utilisé pour refroidir ces serveurs-là. Et puis, il y a évidemment quelques
quelques équipements accessoires, il y a des bureaux, il y a des luminaires, mais principalement, ça va être ça. Ça va être l'utilisation de l'électricité pour faire fonctionner l'équipement informatique et l'utilisation de l'énergie qui va permettre de le refroidir. Voilà, donc ça, c'est une des premières pistes, une des premières pollutions, on va dire, c'est la pollution, on va dire, énergétique, sur laquelle il y a différents moyens de lutter, on pourra revenir dessus. Après, il y a différentes sources de pollution sur lesquelles je vais moins m'étendre, mais l'utilisation évidemment des matériels informatiques qu'on met dans ces data centers. Donc, ce matériel informatique qui va aller de la carte informatique jusqu'à la baie. Donc, aujourd'hui, il y a quand même des volontés de gérer les cycles de vie de ces équipements-là. Donc, en France, il y a une réglementation qui permet donc aux fabricants, qui oblige plutôt les fabricants de ces équipements à les recycler. Et d'ailleurs, c'est une réglementation européenne qui a été appliquée en France. Et après, bon, évidemment, il y a, on va dire, la pollution structurelle du bâtiment lui-même. Donc, c'est pas vraiment une pollution plus que quand on construit une maison, mais quand on construit un bâtiment, il y a quelque chose de résiduel, il y a quelque chose à regarder, la façon dont on va construire ce bâtiment-là et la façon dont on va le déconstruire en fin de cycle de vie. Ok, oui, donc il faut regarder bien au-delà du simple outil. Il y a tout ce qu'il y a autour qui influe aussi sur son impact environnemental. Ouais, tout à fait. En fait, il y a l'objet initial qui est l'objet de l'utilisateur final qui va être le téléphone, la télévision, et la façon dont on va amener la donnée jusqu'à cet utilisateur final et la façon dont on la traite qui va être principalement sur le data center. Là, on a fait un focus sur les data centers. Peut-être que, Vincent, vous pourriez élargir un petit peu le propos, parce que j'imagine que le problème, ce n'est pas uniquement les data centers. Et c'est pas que les data centers, et c'est loin d'être les data centers. Aujourd'hui, là, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que on est tous devant. Là, nous, on parle devant nos ordinateurs, assis sur nos chaises. Les auditeurs du podcast vont les écouter peut-être dans un transport en commun avec un casque et un téléphone. Mais en fait, eux, ils verront pas la pollution. Nous, on ne la voit pas parce qu'il n'y a pas de pot d'échappement associé à mon téléphone ou associé à mon ordinateur. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que simplement en regardant l'objet qu'on a sous les yeux, comme disait Mathieu, ce sont des dizaines de trous dans la planète pour aller chercher les dizaines de matériaux aux quatre coins du monde, depuis l'Amérique du Sud, l'Afrique, la République démocratique, enfin la Mongolie intérieure, la Chine, etc., l'Australie, les puits de pétrole pour le plastique. En fait, c'est une espèce de mécano géant de dizaines de matériaux qui, dès le premier coup de pelle, polluent, puisqu'il faut aller les chercher. Donc tout ça, c'est particulièrement gourmand en énergie. Et puis après, il faut aller les regrouper, puis il faut les produire. La microélectronique, les micropuces, ce sont des industries qui sont vraiment des industries de pointe qui nécessitent énormément des usines ultra-modernes. À chaque fois qu'on change de technologie, il faut quasiment changer d'usine. Donc, c'est autant de surface au sol retirées à la nature et bétonisées, et puis des process qui sont excessivement gourmands en énergie. Aujourd'hui, l'énergie au niveau mondial, elle est principalement charbonnée. C'est du charbon, du pétrole, de l'uranium, et encore, hélas, trop peu d'énergie renouvelable. Bref, c'est tout cet écosystème-là de transport, de trous, de fabrication, d'utilisation d'eau pour nettoyer, pour diluer, c'est juste tout ça qu'il faut voir. Et ce qu'il faut voir, en fait, c'est que nos smartphones ou nos ordinateurs ne sont que la plante qui pousse en haut d'un iceberg dont 80-90% sont invisibles. Donc voilà, depuis la fabrication depuis l'extraction des matières premières, la fabrication, en passant, comme le disait très bien Mathieu, par les data centers qui sont le cerveau éloigné de tous nos services numériques, en passant par les centaines de milliers de câbles de fibre optique, de satellites, d'antennes 2G, 3G, 4G, demain 5G, tout ça en fait, il faut le construire. Il faut l'entretenir, il faut le remplacer et il faut le faire tourner. Donc c'est vrai que nous, quand on regarde simplement notre petit téléphone dans notre petite main, on ne voit pas du tout ce que cet écosystème-là est. Et autant on dit que des fois, il y a un arbre qui cache la forêt, mais là, c'est même pas ça. C'est un smartphone qui cache une forêt. Donc aujourd'hui, et grâce à ce genre de podcast, ce dont on a besoin, c'est de citoyens qui prennent du recul et qui regardent ce qu'il y a derrière le téléphone. Et ça, c'est pas évident parce que c'est assez complexe.
Oui, j'imagine surtout que le numérique est vraiment partout de nos jours et on a eu des questions sur les jeux en ligne et les réseaux sociaux, etc. J'imagine que ça prend aussi une part importante de l'utilisation qu'on fait du numérique. Ouais, la vidéo, elle est majeure. Alors, j'ai beaucoup aimé la question, c'est est-ce qu'un serveur sur un jeu, ça pollue? Moi, j'aurais plutôt eu envie de dire, est-ce qu'un jeu sur un serveur, ça pollue? Parce que c'est rigolo de voir finalement que le jeu est une entité immatérielle et puis du coup, il y a des serveurs qui tournent dessus, alors que c'est l'inverse, hein. Le jeu tourne sur des serveurs. C'est juste, c'est assez rigolo la question, mais elle était représentative. En fait, globalement, euh, le jeu, c'est un des éléments qui est aujourd'hui très utilisé. Il y a beaucoup de données. On voit la qualité des vidéos. On voit qu'il y a des centaines de joueurs qui partagent en même temps leurs données, ce qui fait que si vous jouez sur des jeux en ligne massivement parallèles, ben, la moindre tir de cartouche que vous faites, elle est répercutée instantanément sur l'ensemble de tous les dizaines d'autres joueurs. Donc effectivement, tout ça, c'était très bien dit par Mathieu. Il faut beaucoup d'énergie pour transporter ces données. Il faut des data centers pour les sauvegarder. Et aussi et surtout, il faut des centaines, des milliers, des millions d'équipements terminaux des joueurs qui doivent tous avoir ces milliers, ces millions de consoles de jeux, ces millions de manettes, etc., etc., qui fait qu'en fait, même si on a l'impression que ma console pollue moins qu'un data center, toutes ces petites gouttes d'eau mises bout à bout, on arrive à des piscines olympiques qui sont bien plus impactantes que des data centers gérés par des professionnels comme Mathieu. Nous, on gère très très mal nos équipements, on les renouvelle beaucoup trop vite. Quand vous avez un data center qui est géré par un professionnel, il est géré de façon optimale, il est utilisé vraiment au plus possible. Donc voilà, c'est aujourd'hui, effectivement, un jeu, ça pollue parce qu'il y a des millions de joueurs, il y a des millions d'équipements terminaux, et effectivement, il y a des millions de données à transférer. Mais là encore, hein, je veux relativiser, ce n'est pas les data centers qui sont les plus polluants. Les dernières enquêtes, les dernières études font état. Si je prends 1 heure de Fortnite, voilà, l'impact environnemental, c'est 20% du data center, 20% du réseau et 60% des utilisateurs terminaux parce qu'ils sont nombreux, parce qu'on est nombreux. Donc au final, ce qui fait le poids, c'est l'ensemble de tous les petites composantes des utilisateurs terminaux. Donc on est à 20-20-40 hein, pour les 3 tiers, data center, réseau et équipement et utilisateurs. Effectivement, Tout à vous le fait. disiez, c'est une immense forêt. Et si je peux rajouter en plus, c'est que aujourd'hui, tout le monde a conscience hein, dans le monde du numérique du travail qu'il y a à faire sur ce sujet-là, en termes de sobriété d'utilisation de la donnée. Bon, moi, je parle beaucoup de data center parce que c'est plutôt mon secteur d'activité. Il faut savoir qu'on a du point de vue de data center, on a des moyens d'optimiser notre consommation énergétique, la façon dont on utilise la donnée, la façon dont on la traite. Par contre, il est sûr que nous n'avons pas de moyens de gérer des millions de personnes, la façon dont ils utilisent leurs données, leurs mails, la façon dont ils vont utiliser leurs jeux. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tout un chacun doit prendre conscience que l'utilisation de Fortnite pendant 1 heure, ça a un impact sur la planète, surtout quand c'est multiplié par le nombre de joueurs. Par contre, pour compléter ce que tu disais, Mathieu, aujourd'hui, l'idée n'est pas de culpabiliser le joueur. Pas du tout, parce que de toute façon, la culpabilité, ça ne fonctionne pas. Je crois que tout le monde sait qu'on est dans une situation critique, hein, la planète est dans une situation critique. Aujourd'hui, la principale obligation, c'est de sensibiliser et de responsabiliser le joueur, les jeunes, les moins jeunes. Voilà, aujourd'hui, l'enjeu, il est dans la responsabilisation, et la responsabilisation passe par l'enseignement et la formation. Donc voilà, aujourd'hui, tous les acteurs du numérique ont un devoir d'explication pour dire les impacts sont là. Voilà. Vous faites ce que vous voulez après. Vraiment, vous faites ce que vous voulez, mais voilà les impacts. Voilà, par exemple, Netflix, on cite des marques, hein, mais bon, tant pis. Netflix a fait une enquête sur l'impact environnemental d'1 heure de vidéo Netflix. Il a pris ce que ça coûte de regarder 1 heure de vidéo en prenant la partie serveur, la partie réseau, la partie équipement terminaux. Et aujourd'hui, 1 heure de vidéo Netflix, on sait qu'à peu près, c'est l'équivalent d'1 kilomètre en voiture en termes d'émissions de gaz à effet de serre. On est sur 130 grammes. On est sur 1 kilomètre en voiture, 1 heure de vidéo. Ok, c'est pas énorme, mais les derniers chiffres de Netflix
font état de plus de 700 000 heures de vidéos vues par minute. Ça Et là, fait on voit beaucoup. bien l'ensemble de toutes ces petites gouttes. C'est que, ok, je regarde Netflix 1 heure par jour, ça ne fait jamais que 360 km en voiture. Me faites pas chier, moi le jeune, alors que mon père ou ma mère font 80 km par jour pour aller bosser. Moi, il me faut 360. Le problème, il est que aujourd'hui, il y a 700 000 heures de vidéos Netflix qui sont vues par minute. Et vous rajoutez les milliers d'heures de vidéos Fortnite, League of Legends, et j'en passe et des meilleurs. Aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est pas de dire arrêtez, de dire soyons collectivement responsables. Bah, maintenant qu'on a fait un bon constat d'état sur la pollution du numérique, peut-être qu'on peut parler des solutions qui pourraient permettre d'avoir une utilisation plus raisonnable et plus écologique de tous ces outils-là. Peut-être que Mathieu, vous nous aviez parlé que vous mettez en place des solutions pour optimiser la consommation énergétique des data centers. C'est quel genre de solution? Du coup, les solutions qu'on peut mettre en place, c'est des solutions sur la gestion de l'énergie qu'on va faire dans ces data centers. C'est-à-dire que on va gérer des grosses structures avec des systèmes optimisés. Bon, alors, il est vrai qu'on agit du coup que sur 20% de la consommation en fait, globale, mais cette optimisation, on va quand même aller chercher, par exemple, pour refroidir des serveurs et des data centers, on va utiliser des énergies renouvelables. On va utiliser, par exemple, de la géothermie pour refroidir. On va optimiser la façon dont l'air circule dans les data centers. On va utiliser des panneaux photovoltaïques pour amener de l'électricité verte directement sur ces data centers. Voilà, c'est autant de solutions qu'on cherche à mettre en place et qu'on optimise en fonction de la localisation de chaque installation. Et ces axes-là, aujourd'hui, il faut quand même aussi le souligner, sont quand même recherchés aussi par les acteurs du numérique. Donc ceux qui sont les hébergeurs en fait des serveurs de Fortnite et de tous les Netflix et autres supports numériques. C'est recherché et il y a une volonté à aller dans l'optimisation pour avoir 0 impact carbone à la fin dans le traitement de la donnée. Donc c'est déjà une première étape, ça ne règle pas le sujet, mais c'est une première étape. En fait, les industriels et les acteurs du numérique ont pris conscience de cette problématique et il y a des actions qui sont mises en œuvre. Donc ça se traduit aussi, là on parlait beaucoup de jeux vidéo, mais il faut savoir que toutes les petites entreprises aussi locales subissent une transformation numérique. Toute PME, TPE, en fait, maintenant a des supports informatiques, a besoin de stockage et de traitement de données. Je ne parle pas des supercalculateurs qui peuvent exister. Et en fait, cette transformation-là est accompagnée dans les régions françaises, notamment en région de Normandie, pour avoir des systèmes centralisés, utilisables par les entreprises locales et le maillage local, avec des systèmes, on va dire, performants, récents, qui vont rechercher justement cette optimisation-là. Donc tous ces éléments-là, on va dire, c'est plutôt en tête de services numériques. On va vraiment parler de gros data centers. Là, il y a des actions qui ont été réalisées de ce côté-là. Après, il y a pas mal de petites actions qu'on peut faire tous les jours, parce que nous, on voit un petit peu le nombre de données qui sont traitées. Plus on a de volume de données à stocker, plus on a besoin de place, plus on en construit. Et donc, du coup, en fait, cette donnée-là, ça peut être des choses toutes simples, mais supprimer quelques mails anciens dans sa boîte mail, eh bien, ça libère de la place et du stockage qui génère de la chaleur en continu. Donc, ça peut être des petites actions comme ça que tout un chacun peut faire, qui vont dans le bon sens, en fait. Oui, même à l'échelle individuelle, on peut avoir un impact sur la diminution de la pollution numérique. Et il y avait une question assez intéressante qui était comment faire pour diminuer le nombre d'appareils électroniques par foyer? Est-ce que ce serait la solution qui paraît compliquée aujourd'hui, tellement c'est devenu omniprésent et particulièrement depuis l'année dernière avec la pandémie? Est-ce qu'on peut vraiment diminuer le nombre d'appareils électroniques ou est-ce qu'on doit essayer de composer plutôt avec l'utilisation qu'on en fait? L'idée, c'est si vous êtes pénible, si vous êtes embêtant en disant il faut pas, vous n'y arriverez pas. On n'y arrivera pas collectivement. Donc l'idée, c'est de donner du sens à toutes nos décisions et pas simplement de attention, si vous faites pas ça, si vous ne diminuez pas, si vous arrêtez pas de respirer un coup sur deux, on n'y arrivera pas.
Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est donner du sens à toute l'histoire avec le numérique qu'on est en train de raconter. Ce qui veut dire que l'idée, c'est lever la tête, levons la tête, regardons derrière notre smartphone la forêt et posons-nous les bonnes questions. Est-ce que j'ai besoin de... De toute façon, à partir du moment où l'appareil a été construit et où vous l'avez, ben vous l'avez. Donc 80% des impacts sont déjà faits. Donc l'idée, en France, on a une électricité qui est très peu carbonée, donc l'idée, c'est pas de dire mettez-le dans un tiroir et la pollution disparaîtra. C'est pas vrai. La pollution, elle a déjà eu lieu, puisque 80% a lieu à la FAB au niveau par exemple des smartphones. Donc l'idée, c'est de se dire, bon, ben voilà, ce qui est fait, tant pis. Par contre, pour la prochaine fois, est-ce que vous êtes sûr d'en avoir vraiment besoin? Vous en avez vraiment besoin? Très bien. Pas envie, je dis besoin. Si vous en avez vraiment besoin, ok. Mais est-ce que vous êtes obligé d'acheter du neuf? Ce qu'on fait avec une bagnole, on a besoin des fois de voitures pour aller travailler. Bon, personne ne remet en cause le fait qu'il faut arrêter de travailler et donc ne plus avoir de voiture pour aller travailler. La question, c'est est-ce que j'ai besoin d'avoir une voiture neuve? Non, une voiture d'occasion, ça marche très bien. Et en plus, ça tombe bien parce que ça évite de refabriquer de l'acier, du pneu, des moteurs, des machines, des trucs. Je prends une voiture d'occasion, elle a déjà été fabriquée. Pour le numérique, c'est pareil. Moi, j'ai tendance à dire que globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est pas le Yaka ou le Faucon, mais globalement, il faut refuser d'acheter du neuf, les fameux 5 R qui sont applicables partout, refuser d'acheter du neuf, réduire ses besoins, réutiliser ou réemployer ce qui peut l'être, réparer et recycler. Si je prends l'analogie avec les vêtements, on refuse d'acheter des vêtements neufs, on réduit ses besoins, on n'a peut-être pas besoin d'avoir 71 paires de chaussures, voilà, on réduit ses besoins, et puis on réemploie ce qui existe déjà et qui fonctionne, donc on achète d'occasion, voilà, où on se prête les vêtements, où on les récupère à la bourse aux vêtements, on répare ce qui peut l'être, si j'ai un super vêtement dont la fermeture éclair est pétée, je vais la réparer plutôt que de me racheter un nouveau vêtement, et puis au final, à la fin de vie du vêtement, je le mets dans une borne où le tissu pourra être récupéré. Ce qui paraît naturel aujourd'hui pour les vêtements doit le devenir demain pour le numérique. Je réduis mes besoins de numérique. Je refuse d'acheter du neuf du numérique. Je réduis mes besoins parce que j'ai peut-être pas besoin de cette deuxième, troisième enceinte connectée. Ensuite, je réutilise ce qui peut l'être en allant sur Back Market ou d'autres sites. Et puis je répare. Là, c'est compliqué, mais je répare. Il y a de plus en plus d'outils qui permettent pour le consommateur qui permettent d'acheter des matériels réparables. Et pour ça, je citerai l'indice de réparabilité qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur ou un smartphone, vous disposez d'un indice de réparabilité. Choisissez un indice intéressant pour être sûr d'acheter du matériel réparable et à la fin, au bout du bout, allez le jeter dans la bonne poubelle. Donc c'est des trucs qui sont très simples et qui permettent de vraiment, à défaut de supprimer, mais au moins de réduire la pollution numérique en ayant une cohérence dans tous ces actes, dans tous ces leviers de consommation. Vous parliez des 5 R. Est-ce que c'est des principes qui sont également appliqués par les constructeurs qui essayent d'adapter justement les produits qu'ils proposent aux consommateurs pour qu'ils puissent répondre à ces principes-là en faisant... Il y a un fantasme autour de l'obsolescence programmée des machines. Est-ce qu'ils essayent de faire des téléphones qui durent longtemps, sur lesquels c'est facile de changer les pièces, etc., par exemple? Non. Oui. Pas tous, du moins. Dans tous les cas, il n'y a pas de réponse exacte. Mais non, évidemment que non. Mais pourquoi? Parce que parler de 5 heures dans un pays comme la France, c'est tellement facile. Parler de 5 heures dans un pays où on n'a pas la liberté d'expression, où on n'a pas de circuit de collecte, de recyclage, où voilà, c'est compliqué. Donc nous, c'est facile vu de notre fenêtre de personnes avantagées parce qu'on vit en France, c'est facile. Donc aujourd'hui, les fabricants, étant donné qu'ils sont soumis à une approche, un système mondialisé, c'est difficile, mais c'est justement parce qu'on a peu de pouvoir, mais on a au moins celui-là, que quand on choisit, nous, avec cet avantage de société de consommation qui peut avoir cette conscience-là, on se doit encore plus de le faire. Donc voilà, non, évidemment, c'est pas facile, mais comme acheter, c'est voter,
truc classique, hein. Il y en a qui sont pas d'accord, mais bon, voilà, dit de façon très schématique, acheter, c'est voter. Tant qu'on continuera consciemment ou pas à acheter de la merde, on entretiendra un système de merde. C'est sûr. Vu ce que vous nous aviez dit, Mathieu, j'imagine que c'est des principes aussi que vous essayez d'utiliser pour la gestion des data centers. Vous nous aviez parlé d'efficacité énergétique. J'imagine que ça rentre dans ce champ-là. Oui, alors la volonté qu'il y a derrière d'optimiser l'utilisation des matériaux et du matériel acheté, bien sûr, dans un process, on va dire, industriel, ça rentre complètement dans le système et dans le cycle de vie qu'on va aller rechercher dans un data center. Mais ça, c'est vrai dans le numérique, c'est vrai dans toutes les industries. C'est quelque chose qui est déjà, on va dire, pas bien implanté, que ce soit, enfin, en tout cas, sur le territoire français. Et la conscience qui est demandée, la prise de conscience plutôt qui est demandée aujourd'hui par cette évolution numérique dans le monde industriel, elle a été anticipée. Il y a beaucoup d'industriels qui ont anticipé cette évolution, notamment dans le monde du data center. Et il est vrai que cette prise de conscience a amené à des évolutions qui sont, comme je le disais tout à l'heure, des recherches performantielles, de solutions éco-responsables, ce genre de choses. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin de notre émission. Une dernière question peut-être pour conclure. Là, la prise de conscience sur l'impact du numérique, elle en est un peu assez balbutiement. D'après vous, comment est-ce qu'elle va être amenée à se développer? Est-ce qu'on sait que pour le changement climatique, ça a été très très long avant que ça devienne vraiment un enjeu sociétal et politique? Est-ce que vous pensez que ça pourrait être plus rapide pour la sobriété numérique et que ça aura la même valeur auprès des décideurs et autres? Moi, je pense que entre guillemets, la vague du développement durable a mis beaucoup de temps à apparaître, hein. Pour prendre un peu l'idée, c'est une vague qui s'est déclenchée très très loin dans l'océan. Et au début, une vague, il n'y a pas ça se voit pas, hein, c'est diffus, ça passe dessous. Et puis à un moment donné, la vague se rapprochant de l'urgence, on la voit apparaître, on la voit émerger. Et en fait, on a cette chance au niveau du numérique responsable, c'est en fait d'être un élément de cette vague. Ce qui fait qu'en fait, nous-mêmes, on n'a pas à repartir du milieu du fin fond de l'océan. On est porté par cette vague-là. Déjà, la vague du numérique responsable, c'est un élément incontournable du développement durable. Donc en fait, nous, on est une vaguelette sur une vague qu'on espère être vraiment beaucoup plus importante. Donc non, il n'y aura pas le même temps d'appropriation. Voilà, donc on est une vague sur une vague, en espérant que la vague puisse être surfée le plus rapidement possible par le plus grand nombre possible de personnes, d'individus, de sociétés et de régimes. Et on voit déjà que tout ce qui est sur les opérateurs de data centers, c'est déjà quelque chose qui est inscrit dans on va dire dans la façon de penser. Pour les opérateurs réseau, ça commence à le devenir. Il reste encore ce côté commercial, ce côté oui, mais moi je voudrais bien avoir la PS5, oui, mais moi je voudrais bien être capable de jouer avec mes potes, oui, mais moi je voudrais bien être capable de parler du dernier film qui est sur Netflix ou de la dernière série. Et là, voilà, il va peut-être falloir y réfléchir un petit peu sur une autre façon de consommer qui nous sera de toute façon imposée par la planète. Écoutez, je vous remercie en tout cas pour votre intervention. Merci à vous de l'invite. Écoutez, merci, c'est très intéressant. Totale par des actions simples à réaliser au quotidien. À nous d'adopter la réduire notre consommation, réutiliser, recycler et rendre à la terre.